La plus grande difficulté quand on veut faire un défi comme marcher sur le chemin de Compostelle, c'est de trouver toute l'information nécessaire à notre préparation. Puis heureusement, avec Internet, il y a tout ce qu'il faut sur des groupes Facebook, des blogs, des balados, vidéos YouTube. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, c'est les mêmes informations qui reviennent. Par exemple, les types de chemins à prendre, les distances entre chacune des villes, les hébergements, l'équipement à apporter. Moi, j'ai comme un peu plus de questions que ça. Des questions un petit peu nounounes, mais que ça me sécuriserait tellement d'avoir des réponses à ça. Puis aujourd'hui, je profite de la présence de Cédric, qui a déjà marché 2 mois sur le chemin de Compostelle. Il a fait une longue vidéo sur son canal YouTube Fringe Channel à ce sujet-là. Et je vais lui poser des questions dans 5 grandes catégories. La logistique des journées, la gestion de l'alimentation, la température en avril, la vie sociale, puis la documentation d'expérience. Fait que c'est parti! Cédric, bienvenue parmi nous. Bien, merci à toi de me recevoir. Écoute, j'ai écouté ta vidéo d'une durée de 3 heures. Je m'excuse en passant, si vous le regardez à un moment donné. Oui, non, mais c'est très intéressant de voir le périple d'un Québécois sur le chemin de Compostelle. Il n'y en a pas beaucoup qui documentent leur expérience. Fais-nous donc un petit résumé rapide. Marché en quelle année, quelle période, quel chemin? Je suis parti à la mi-mars 2024 de Puy-en-Velay. Donc, j'ai fait le GR65 en France, qui est la voie du Puy. Ça m'a pris à peu près 32 jours. Et après ça, j'ai fait le Camino Frances, donc de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, pour terminer autour du 18-19 mai 2024. Comme moi, je vais marcher le chemin de Burgos à Saint-Jacques-de-Compostelle, donc vraiment en Espagne. C'est sûr que c'est la partie en Espagne qui m'intéresse le plus. Oui. On le sait, les Espagnols ont un rythme de vie différent. Oui. Comment est la logistique des journées, un peu leur horaire typique? Comment tu as trouvé ça, de gérer ça à travers ton chemin? Premièrement, comme je t'ai dit à toi, puis que j'ai dit dans certaines de mes vidéos, je tiens à me dédouaner. Je ne suis pas l'expert en la matière. Tu sais, j'ai mon expérience à moi, mon vécu, mais j'ai bien vu qu'on a tous des vécus différents, surtout par rapport à la Compostelle. C'est sûr que c'est un peu, au début, un challenge dans notre tête de Nord-Américain. Mais nous, on est habitués que tout est ouvert en permanence, tout le temps. Puis effectivement, là, je peux pas te dire exactement, tu sais, les heures, tout ça, je me rappelle pas spécifiquement, mais ça arrivait souvent que tu arrives dans un village, puis il y a un café ou ce qui a l'air d'être un magasin, comme on aurait ici, bien normal. Tu te dis, ça doit être ouvert, on est dans des heures régulières le jour. Tu arrives, puis non, c'est fermé. Même, tu sais, je sais que c'est la portion espagnole qui t'intéresse, mais quand j'étais en France, c'était la même chose. Les lundis, dans tous les villages que je traversais, tout était fermé. Fait que c'est sûr que c'était quand même, au début, c'est une petite adaptation. Après, personnellement, j'ai pas trouvé ça trop difficile. Si tu fais bien les choses, t'as toujours un peu d'équipement dans ton sac, t'as toujours quelque chose à boire, quelque chose à manger. En général, t'es pas nécessairement mal pris, mais c'est sûr que je pense que ça demande quand même un tout petit peu plus de planification pour être sûr que, justement, tu seras pas dans le trouble si t'as besoin de quelque chose, puis t'arrives, puis tout est fermé. Ceci dit, j'ai quand même aimé leur mode de vie un peu plus relax, tu sais. Tellement habitué qu'ici, on en parlait en plus tantôt, faut être productif, puis il faut tout le temps faire quelque chose. Ça fait du bien quand même de voir qu'il y a des endroits dans le monde où peut-être les gens savent un peu mieux profiter de la vie, plus souvent du moins, qu'on le fait en Amérique du Nord. On en parlait tantôt parce que juste avant, on a tourné une vidéo que je vous invite à aller écouter sur la chaîne de Cédric, le Fringe Channel, où il m'a posé plusieurs questions sur ma préparation. Fait que va voir ça, puis ensuite reviens nous voir pour la suite des questions. Va voir après avoir vu celle-là, pas tout de suite. Justement, continuant sur cet horaire-là, moi, je vais être là aussi pendant la période de Pâques. Là. C'est là où je vais commencer un peu plus mon périple. Est-ce que tu as vécu ces expériences-là? Est-ce que tu t'es cogné le nez puis tu avais la difficulté à trouver où manger? Comme ça fait déjà 2 ans, je disais à Geneviève d'en profiter parce que ça passe extrêmement vite. J'ai l'impression que c'était hier. J'ai pas de souvenirs vraiment précis par rapport à ça parce que la plupart du temps, tu sais, oui, j'ai eu les réflexions que, OK, c'est étrange, c'est différent, c'est fermé. Mais je me suis pas vraiment cogné. À part peut-être une fois là, que je me rappelle dans un village, il y avait vraiment rien d'ouvert. C'était en France encore là. Fait que je suis désolé, je sais que tu vas être en Espagne. En Espagne, je l'ai pas vécu. La seule chose, je pense, c'est que par rapport à ta planification de Compostelle, puis comme toi, tu as déjà réservé tous les endroits où tu vas dormir, ça te fait ce stress-là en moins. Mais c'est sûr que quand il y a des fêtes comme celle-là, ça se peut que ce soit plus complexe de trouver des endroits où dormir. Donc, je dirais peut-être les gens qui le préparent de garder ça en tête si vous savez que vous allez marcher pendant des gros événements. Ça peut valoir la peine de regarder un petit peu d'avance où vous allez dormir pour pas être mal pris. Il n'y a rien qui m'est arrivé de grave où j'étais vraiment mal pris puis qu'il n'y avait pas de solution.
Si on continue de parler de logistique et d'horaire, c'est quoi l'horaire typique que tu avais dans une journée? Il faut dire qu'à la base, je suis pas la personne la plus matinale. Ceux qui me connaissent personnellement le savent. Par contre, sur la Compostelle, ça se faisait naturellement. On est tellement épuisé le soir quand on se couche, puis je m'endormais vite, ce qui n'est pas toujours le cas quand je suis au Québec. Donc, ma journée typique, je te dirais en général, entre 6 et 7 heures, je me levais. Le temps de me préparer, faire mon sac. Ça dépend aussi si j'étais dans une grande ville ou si je partais d'un petit village. Mais en général, j'avais toujours des petits snacks sur moi, des fruits, des barres protéinées, des choses comme ça. Donc, ça m'arrivait de commencer à marcher puis de grignoter un petit peu en même temps. C'est sûr que si j'étais dans des petits villages qui avaient des commerces, j'en ai bu beaucoup des cafés con leche là, quand j'étais là-bas. Donc, tu as mangé beaucoup de pâtisseries, j'ai vu ça oui, dans ta oui, vidéo je sais aussi. que c'était pas santé. Je vous jure que je les ai mis dans ma vidéo parce que j'adore ça, mais je n'ai pas que mangé ça. Mais oui, j'adorais découvrir les petites pâtisseries locales. Là, je partais direct, je grignotais un peu en chemin, puis en général, c'est dans la journée, il y a tellement de villages que tu traverses et tellement de villes que, à un moment donné, puis moi, j'utilisais l'application Buen Camino. Fait que je voyais d'avance, j'ai tant de kilomètres à peu près avant tel village. L'application me disait que techniquement, il devait y avoir des restaurants, des cafés, des choses comme ça. Et c'est souvent ce que je faisais, mettons, dépendamment de l'heure que j'arrivais, entre midi à 1h ou début d'après-midi. J'arrêtais dans un petit café, je me prenais un sandwich, un croissant, un café. Je me gardais aussi toujours des petits trucs à manger. Fait que c'est arrivé des fois que tu arrives dans un beau paysage où t'es bien, je me faisais un petit snack on the spot. Mais c'est que j'ai souvent eu de la pluie en Espagne aussi, donc je l'ai fait plus souvent en France, ça, que dans mon mois en Espagne, malheureusement. Quand tu arrives à destination, tu arrivais donc, début d'après-midi? Au point final de la journée. Ouais. Moi, personnellement, surtout du côté espagnol, j'ai fait des plus grosses journées qu'en France. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de gens, 2, 3, 4 heures, sont arrivés, puis les autres, ils arrêtent leur journée. Puis c'est correct aussi, chacun sa manière de faire. Puis si c'est que tu vas avoir le temps de visiter, si tu arrives assez tôt, ça te donne en masse de temps pour visiter la ville, si c'est ce que tu veux faire aussi. Du côté espagnol, moi, j'aimais bien marcher, donc 5-6 heures là, à mon gîte le soir quand je voulais me faire des grosses journées. Sinon, quand je faisais des plus petites journées, en général, autour de 4 heures, 4h30, j'arrivais, puis là, la routine embarque malgré tout, même si c'est une aventure, on a quand même notre routine de toilette, d'arriver, t'es fait ton prendre ta douche, tu te changes dans ton habit de soir. C'est ça qui m'intéresse comment tu occupes ta soirée ou ta fin d'après-midi. La première affaire que je faisais en arrivant, c'était vraiment d'aller prendre une douche. C'est la première affaire, ça fait du bien, ça te permet de te mettre dans ton linge de soirée. Souvent, tu as des choses à laver, on s'entend qu'on traîne pas des vêtements pour tous les jours. C'est pour ça que dans ma vidéo de 3 heures, je suis toujours habillé pareil. Fait que c'est de faire ta lessive. Pendant que la lessive se fait, s'il y a d'autres pèlerins, des fois tu vas jaser, tu vas aller dans l'air commune. Des fois, si c'était tranquille ou ça m'est arrivé, j'étais tout seul, je me lis un livre en attendant. Puis si j'étais à un endroit qui était beau, j'en profitais tout le temps. Il y a des gens qui aiment arriver puis juste faire de l'horizontale puis se détendre, ce qui est correct. Mais je l'ai toujours dit, je pense que c'est important de garder en tête qu'on voyage tout puis on fait tout notre chemin à notre manière. Parce que j'entends des fois des gens critiquer quand tu marches à Compostelle. Ah, regarde, eux, ils marchent vite, on n'est pas pressé. Ah, eux, ils prennent pas le temps de visiter. Ah, eux, ils veulent juste se reposer en arrivant. Faites ce que vous voulez, c'est ça l'important. Mais moi, j'allais beaucoup visiter. La cuisine locale, j'aimais beaucoup ça. Puis après ça, je revenais au gîte, lisais un peu, puis après ça, je me couchais, puis je préparais ma journée du lendemain, là. Tu parlais de nourriture tantôt, justement, puis que tu traînais des collations au cas où. Puis moi, c'est le genre de choses que je vais faire par prudence. Mais c'est quoi le genre d'endroit où on peut acheter des collations? Puis avais-tu des collations fétiches à garder sur toi qui sont pas trop lourdes, mais qui vont être quand même nourrissantes? C'est sûr que j'essayais toujours de pas justement rajouter trop de poids. Donc, je me traînais tout le temps un sac avec des noix. J'aime bien les bananes, puis je trouve ça un fruit qui est facile à manger en marchant. Puis je pensais un peu toujours à ça aussi. Qu'est-ce que je peux manger facilement on the go. Puis il y avait toujours des petits commerces en général, soit des petits cafés que tu peux acheter des trucs, t'as des épiceries, t'as des marchés. Dans ce temps-là, c'est facile. Fait que j'essayais d'en avoir toujours assez pour compenser les journées où j'allais être un petit peu plus dans des plus petits villages où il y avait moins de choses. Je te dirais par contre, j'ai quand même remarqué que du côté espagnol, que j'avais un petit peu moins de commerce parfois dans les petits villages que du côté français. Je tiens quand même à le dire. Fait que des fois, t'arrivais dans des petits villages où est-ce qu'il y avait juste un petit café, un petit resto qui servait des croissants et des choses comme ça, mais c'était pas des épiceries, c'était pas des marchés. Puis sinon, après ça, il y avait beaucoup de place à l'improvisation. Des fois, des choses qui étaient pas prévues. Puis justement, je me faisais un petit pique-nique improvisé. Oui, dans ta vidéo, on le voit avec un de tes collègues marcheurs. Ouais. Une petite baguette, saucisson fromage. Exactement, c'était vraiment pas prévu. C'est juste d'être un petit peu prévoyant. Je pense, sans partir en peur, très sincèrement, j'ai jamais eu de problème. Puis je tiens à dire aussi, je trouve ça dommage, je l'ai pas mis assez dans ma vidéo. Des fois, il y a des spots étonnants. À un moment donné, je marchais, ça faisait des kilomètres qu'il y avait rien. Et là, pouf, en plein milieu
de nulle part, un petit food truck sur le bord de la vallée. T'avais des gâteaux, des sandwichs, des fruits, des choses comme ça. Ça arrive des fois, des food trucks, des petits commerces que vous aviez pas du tout prévus. Puis c'est des bons moments de faire des pauses puis de s'alimenter. Exactement. C'est quoi un petit peu la fréquence de ces kiosques-là? Sans te donner de kilomètres, ça serait vraiment un chiffre inventé de nulle part. Je dirais que c'est quand même très fréquent entre les grosses villes. Après, moi, j'étais là en mai. Toi, tu vas être là en avril. Quand est-ce qu'ils commencent à s'installer? Tu sais, leur saison, c'est quand? Ça, je le sais pas. Évidemment, plus on mange et on boit, plus on a besoin d'aller à la salle de bain. Oui. Comment se passe la gestion de la salle de bain sur le chemin de Compostelle? Comme je disais tantôt, il y a quand même beaucoup de commerces sur le chemin. Quand tu arrives dans un village, il y a moyen, justement, tout ce qui est toilettes, hygiène et compagnie, il y a moyen de moyenner, comme on dit. C'est certain aussi que, pour tout ce qui est numéro 2, ça se faisait bien le soir au gîte où j'étais. J'ai jamais vraiment eu de problème là-dessus. J'ai pas trouvé trop que c'est un enjeu. T'as raison que je l'ai un petit peu plus facile, c'est sûr, en été. Mais tu sais, justement, des fois, je discutais avec certaines pèlerines. Je pense que ça se passait quand même bien. Encore une fois, c'est grâce... Tu sais, quand je dis que c'est à double tranchant, le fait qu'il y a une économie de la Compostelle puis qu'il y a beaucoup de gens, mais ça fait qu'il y a beaucoup d'activités sur ta route. Donc, je suis curieux de t'entendre en parler dans tes vidéos quand tu l'auras fait. Mais je pense que tu vas trouver que c'est quand même plus simple que peut-être des fois les gens peuvent s'imaginer parce que tu croises tellement de villages, tellement de villes. Tu sais, à part si quelqu'un qui va constamment aux toilettes puis qui peut pas attendre quelques kilomètres, peut-être que ces gens-là vont avoir un peu plus de difficultés, mais tu sais, si tu peux attendre un peu puis bien gérer tes trucs, en général, tu sais, nous autres, on est habitués, on parlait des randos au Québec, on va faire des sentiers puis il n'y a pas grand-chose tout le long qu'on marche. Là, tu finis toujours par croiser quelque chose. Et à part peut-être il y a 2 journées, je me rappelle que c'est même spécifié dans l'application Buen Camino, attention, tu sais, il y a une traite de 17 km, il n'y a rien. Oui, fait que là, on fait le plein d'eau, exact. Puis là, t'en prends compte pour tout ce qui est les toilettes. Le reste du temps, tu sais, tu traverses, tu peux marcher 5-6 km, paf, t'es arrivé dans un autre village, puis il va y avoir des petits commerces, donc... Tu parlais du mois d'avril, c'est là où un peu le Camino se remet en marche, dans le sens que c'est ouvert à l'année, là, mais on s'entend que de novembre à mars, il y a très, très peu de gens qui vont, il y a même plusieurs gîtes qui sont fermés. Ouais. En avril, ça recommence souvent autour de Pâques, justement. Puis au niveau de la température, toi, tu as été en Espagne, tu étais plus fin avril, puis mai. Oui, fin avril jusqu'au 19 mai. Mais j'aimerais que tu nous partages un peu comment tu l'as vécu côté température. Les informations qu'on retrouve, c'est souvent que, oui, c'est chaud le Camino Frances, mais c'est sûr, sont en juillet, c'est sûr que ça va être chaud. Là. Non, mais c'est ça qui arrive. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le font dans la haute saison, puis c'est comme bien des endroits, il va faire chaud. J'ai jamais regardé les autres années avant moi si c'était similaire à ce que j'ai vécu, fait que c'est dur à dire de ce côté-là, mais mon vécu à moi, tu sais, des journées ultra chaudes là, en t-shirt, j'en ai pas eu beaucoup. Okay. Sur quasiment 30 jours de marche en Espagne. La plupart du temps, j'étais confortable avec mon coton ouaté ou mon coupe-vent, mais j'ai eu beaucoup de pluie. J'ai quand même eu quelques journées froides parce que veux pas, quand justement on arrive en Galice, on est quand même en hauteur, puis ça paraît, tu sais. T'es en altitude aussi quand même à certains moments, puis on s'en rend pas toujours compte. C'est sûr que je te souhaite moins de pluie que j'ai eu, oui, mais je sais que c'est une réalité quand même. Puis justement, côté pluie, toi, comment tu t'étais équipé? Comment tu gérais ça? Je me suis vite habitué, étant donné que je l'ai vécu souvent. Avec mon sac, j'avais le sac à ma blonde, qui est un 50 litres, qui est trop gros. Je vous conseille pas 50 litres en passant. J'avais le couvre-sac pour la pluie, fait que je le mettais souvent. Puis moi, j'avais un coupe-vent imperméable et je le sortais souvent. Là, je le mettais dès qu'il commençait à pleuvoir. Mais je te dirais que j'avais pas trop de couches. Puis toi qui vas être en avril, je pense que avec ce que j'ai vu aussi de ta préparation, t'es mieux d'avoir un petit peu plus de couches de préparer que d'avoir froid puis que ça te permette pas d'apprécier ton pèlerinage autant. Je voyais que tu avais souvent justement ta tuque. Je pense que ça va être un must aussi. Puis surtout pour les matins, c'est plus frais, j'imagine, que l'après-midi. Ouais. Exactement. Effectivement, ma tuque, tu sais, le fait d'avoir assez de couches pour être au chaud, le fait qu'on marche avec la tuque, tout ça, j'étais bien, là, personnellement. Je peux pas parler pour tout le monde, on n'a pas tous qui sont plus exactement, mais personnellement, si c'était pas de la pluie qui mouille, j'étais quand même confortable avec ce que j'avais pour la période où j'y étais. Côté moustique, moi je suis très sensible aux piqûres de moustiques. Est-ce que, selon toi, là, en avril-mai en Espagne, est-ce que tu en as vu? Est-ce que c'est comparable au Québec? Si j'apporte du chasse-moustique, est-ce que c'est du poids de trop que je traîne? Je vais te répondre en deux, c'est-à-dire que si t'es vraiment sensible à ça, puis que ça peut être problématique, je pense que c'est bien de s'alléger, mais il y a des fois, il y a certains luxes que je pense que ça vaut la peine d'avoir le poids, même si peut-être que tu l'utiliseras pas. Si tu le sais que si tu te fais beaucoup piquer, c'est problématique. Si j'étais toi, je l'amènerais. Ceci dit, moi, j'étais là un petit peu après toi. Il ventait souvent, j'ai eu de la pluie. Est-ce que ça a un impact? Les moustiques n'ont pas été du tout un problème. J'ai eu les moustiques au Québec l'été, là, c'est fatigant.
Puis j'ai vraiment pas vécu ça dans mon mois en Espagne, 0, 0, 0. Donc, ça pourrait être envisageable pour moi de pas amener mon chasse-moustique, puis au pire d'en acheter rendu là-bas si jamais je me rends compte que c'est un enjeu. Oui, je pense que c'est une bonne idée. Des fois, je me rappelle, il y a un hôtel en particulier, il y avait un petit magasin général, c'était que du stock que les pèlerins aiment. Tu avais des trucs pour les ampoules, des barres protéinées. Je me rappelle qu'il y avait des produits d'hygiène, puis des trucs comme des chasse-moustiques, des choses comme ça. Puis je m'excuse si ta réalité elle est complètement différente, mais sincèrement... Je ne tiendrai pas rigueur. OK, fou! Mais je pense pas que tu auras un problème avec les moustiques. Pour la prochaine question est assez sérieuse, fait qu'on va aller s'asseoir pour y répondre. répondre. Parfait. Le mot tabou, les puces de lit. Est-ce que tu en as eu? Est-ce qu'il y en a des gens proches de toi qui en ont eu? Moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Je sais même pas quoi faire si ça m'arrive. Évidemment, je pourrais chercher sur Internet. C'est quoi tes conseils par rapport à ça? Ça faisait pas partie de ma réalité avant de partir dans ma tête. Une fois que je suis arrivé là-bas, parce que c'était pareil en France, même, en fait, j'ai trouvé qu'en Espagne, des fois, il était peut-être un peu plus lousse qu'en France. J'arrivais dans les gîtes. OK, dépose ton sac là, mets tout qu'est-ce que tu as besoin d'amener à ton lit dans un bac. Puis ça, ben, ça l'arrive souvent, même aussi en Espagne. Puis tu sais, ils veulent que tu amènes le moins de stock possible dans la chambre, tes bottes, tes bâtons, ils ont des endroits spécifiques. On parlait de routine tantôt, ben ça devient la routine quand tu arrives quelque part. C'est une réalité de tous les jours que tu en entends parler. Tout le monde parle des puces de lit tout le temps. Toutes les choses mises en place te rappellent que les gens sont en permanence en train de faire attention à ça. Moi, j'en ai pas vécu. J'ai rien fait de plus qu'un autre, mais j'ai toujours suivi les procédures par contre. Je dormais toujours dans mon sleeping bag. Donc, mettons, en Espagne, ils sont forts sur les draps puis les têtes d'oreiller jetables, là, en espèce de petit papier. Je mettais ça sur le lit, mais je mettais mon sleeping bag par-dessus. Mais c'est ça, tu me demandais si j'ai connu des gens qui l'ont vécu. Ben, par son blog, Stéphane, avec qui j'ai marché, il y en a eu une dans son sac, puis il y avait une piqûre, puis bref, il expliquait un petit peu qu'est-ce qu'il a fait. Mais c'est vrai que c'est un mot tabou, mais encore là, je pense... J'ai vu aussi, tu sais, si ça peut rassurer, là, je parle de quelqu'un qui l'a eu. Je regarde beaucoup les commentaires sur les vidéos sur YouTube, puis il y a des gens que j'ai vus qui ont écrit, ben, tu sais, moi, j'ai fait la Compostelle 4 fois, puis j'en ai jamais eu. Dans ta vidéo, tantôt qu'on a filmé ensemble sur ta chaîne, on parlait du fait qu'on aime bien passer des moments en solo, mais le chemin de Compostelle, c'est quand même reconnu pour créer des liens, il y a un grand esprit de communauté et tout ça. Comment tu gères ça avec les gens quand tu as peut-être pas nécessairement le goût de connecter avec les autres? Je dis pas ça pour être méchante ou sauvage, mais des fois, quand on veut vraiment pouvoir travailler en introspection, nécessairement, ça prend des temps de silence, de solitude. Si tu es toujours en train de jaser avec les autres, tu peux moins connecter à toi-même. Quoi qu'on peut apprendre beaucoup de choses au contact des autres. Mais comment tu as géré ça? C'est une excellente question. Dans ma tête, ça a été mon cheval de guerre, ça a été mon défi parce que j'avais toujours cette contradiction-là dans mes réflexions. J'adorais rencontrer des gens quand c'était justement le soir autour d'un repas. Mais effectivement, il y a beaucoup de gens sur le pèlerinage, sur le Camino Frances en particulier. Les gens vont dire, ben si tu veux pas qu'il y ait de monde, fais pas la Compostelle. Puis je suis pas tout à fait d'accord, mais comment je le gérais en fait, c'est pendant 1 mois et demi sur 2, j'ai presque jamais mis d'écouteurs. Je profitais du silence. Puis quand vous me voyez dans ma vidéo de 3 heures avec des écouteurs, c'est pas mal dans mes 2 dernières semaines. Je commençais à être un petit peu tanné. Puis tu sais, moi non plus, je veux pas paraître sauvage, mais je veux être honnête puis transparent. Je le savais qu'elle allait avoir du monde puis jamais rencontrer des gens. Je pense aussi, moi, ce qui m'a pas aidé, que toi tu vivras pas, c'est que j'ai vécu le contraste de la France puis de l'Espagne. La France, déjà que c'est un tout petit peu moins populaire, puis en plus, j'étais là en mars. Il y a des journées, des fois en France, je voyais pas un pèlerin de la journée sur mon sentier de rando. Là, t'arrives en Espagne, puis tu sais, je t'ai souhaité Buen Camino à la fin de ma vidéo. Tu sais, c'est quelque chose que tu vas entendre et dire souvent là-bas. Mais à un moment donné, là, puis je suis pas tout seul à le dire, j'étais tanné de l'entendre. Parce que tu vois toujours des groupes de personnes. Tu vois le côté touristique de la Compostelle, des fois, en Espagne. Des fois, je trouvais ça un peu difficile parce que j'avais envie d'être seul. Puis ben, des fois, je ralentissais un petit peu mon rythme. Comme maintenant à cause de la glace, exact. Je ralentissais ma marche pour laisser mettons, des fois, c'est que des fois, tu as des gros groupes de gens, 10, 15 en avant. Je ralentissais ou j'accélérais pour essayer d'aller plus loin. Tu as documenté ton expérience, puis c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai approché un peu après avoir écouté ton documentaire de 3h09. C'est ça qu'on le dit à chaque fois, 3 heures. Mais j'étais contente justement de voir que tu étais québécois parce que je sentais que je pouvais te poser la question à savoir comment tu as géré ton matériel. Tu m'as expliqué que tu avais une GoPro avec que tu gardais toujours facilement accessible dans ton sac. Mais comment tu gérais, par exemple, la carte mémoire, la batterie,
la charge, les intempéries aussi. C'est le genre de choses qui m'intéressent aussi, puis je me demande tout le temps quand je vois des gens faire du contenu, peu importe c'est quoi. Ce que j'avais fait, moi, premièrement, ma vidéo de 3 heures est en 1080p, alors que la caméra aurait pu filmer en 4K parce que je voulais me garder le plus de jeux possible sur mes cartes mémoire. J'en avais 2. J'ai rempli une au complet et l'autre au 3/4. J'avais pour 12 heures de vidéo environ. Fait que j'ai changé. Je te dirais que j'ai eu une carte mémoire pour la portion française, puis l'autre pour la portion espagnole principalement. Quelle capacité tes cartes mémoire? Je vais le voir dans ma GoPro que j'ai dans mon sac. Je vais te le dire après, je sais plus si c'était-tu 2 gigs? J'ai vraiment un blanc. Oui, la GoPro est étanche aux intempéries. Même mon manche avec la batterie, peut-être pas autant que la GoPro, mais il est censé l'être. J'ai justement été dans des grosses journées de pluie, puis je voulais filmer, puis ma caméra était toujours sur mes hanches, pas à l'abri. J'essayais de l'essuyer de temps en temps, ça devenait trop mouillé. Puis ben, les batteries, c'était vraiment le soir. Moi, ce que j'avais de ma caméra, c'est un battery pack en soi. Fait que à lui tout seul, il me rajoute un bon 4 heures de batterie. Et j'avais 2 batteries de spare pour la GoPro au cas où. Finalement, j'ai jamais eu à switcher les 2 batteries. Le plus proche que j'ai eu, c'est que j'arrivais à la fin de la journée, puis ma GoPro me disait, bon, ben, t'es sur le point de plus avoir de batterie, mais ma journée finissait. Fait que j'étais bon, on est correct. Puis j'ai chargé le soir. Donc, on parlait des routines tantôt, on n'a pas parlé de celle-là, mais tout le monde là, parce que tout le monde a un téléphone. Puis même si on est là pour se déconnecter un peu, ben, moi, j'utilisais le téléphone pour l'application Buen Camino, justement, des choses comme ça. Donc, t'arrives le soir au gîte, tu trouves une prise, puis moi, sur mon bloc de chargeur de voyage, j'ai quelques ports USB. Fait que je branchais mon bloc, je branchais mon cellulaire, mon manche de GoPro, puis tes affaires chargent pendant le soir. Des fois, quand j'allais marcher, on parlait tantôt que j'allais visiter la ville, les affaires chargeaient pendant ce temps-là, puis sinon, ben, pendant la nuit. Fait que quand je repartais le matin, la plupart du temps, j'étais full charge. Je savais que j'en avais en masse pour la journée avec le setup que j'avais. Habituellement, je filme en 4K, là, comme en ce moment. J'espère que vous appréciez la qualité. Mais est-ce que tu as vu une différence au niveau de ton montage, ton rendu vidéo, d'avoir filmé en 1080p versus 4K, où la qualité était quand même très bonne? Ben, tu sais, je pense que... Moi, en tout cas, en l'écoutant, je trouvais que c'était très bon comme qualité. Là, bon, ben, tu me rassures un peu. Moi, c'est sûr que tu disais tantôt t'es perfectionniste puis t'es critique de tes propres affaires. Tu sais, j'ai fait une vidéo aux Îles-de-la-Madeleine que j'ai publiée récemment, puis elle est en 4K, puis je vois la différence. Fait que moi, personnellement, c'est sûr que ça me gosse un peu, mais je suis parti 2 mois. Tu sais, je voulais être sûr d'être safe. Je pense que dépendamment de ta capacité de ta carte mémoire, justement, si t'es capable de filmer 4K pendant 3 semaines, ben go for it. Je suis content de ce que j'avais, mais oui, c'est sûr que moi, je le sais qu'en 4K, ça aurait été plus beau de 1. Et même, là, ça, on va geeker un peu, là, je sais pas si ça vous intéresse, mais YouTube fait énormément de compression. Puis, tu sais, même mon fichier 1080p, quand je le regarde sur mon ordinateur, c'est 10 fois plus beau que la version uploadée sur YouTube. C'était surtout un souvenir à la base. Puis, regarde, la vidéo, elle a bien fonctionné. Les gens m'écrivent soit pour me poser des questions, soit pour me partager des choses. Fait que je me dis, ben, même si moi, je suis dur envers moi-même, j'aurais aimé mieux que ce soit 4K, j'aurais aimé mieux qu'il n'y ait pas la compression YouTube. Je pense que la plupart des gens, ils portent pas trop attention. Fait que... Est-ce que tu avais une idée, un genre de script un peu dans ta tête de la vidéo, du rendu que tu voulais que ça donne avant de partir? Avais-tu un plan de match par rapport à ça? Non, ça a été mon challenge parce que, tu sais, j'étais tout le temps un petit peu déchiré entre profiter de la Compostelle puis essayer quand même de filmer. Je voulais documenter, mais pas au dépens du voyage puis de l'expérience. Je pense que j'ai quand même réussi parce que, tu sais, si je restais 20 minutes à regarder un beau paysage, prendre 2 minutes pour filmer un peu, ça n'enlève rien aux 18 autres minutes où est-ce que j'observe, tu sais. Fait que ça m'a pas gâché l'expérience. Mais non, j'avais pas de plan. Ce qui a rendu ça dur au début parce que j'y vais toujours au feeling. Ah, ça c'est beau, je vais le filmer, tout ça. Puis je me dis tout le temps, ben, je ferai le tri au montage. Le scénario puis la vibe me vient pendant le montage avec ce que j'ai, ça me donne des idées. Mais c'est pour ça que je te disais tantôt hors caméra que c'est aussi mon défi parce que, ben, en 12 heures de vidéo, la vidéo finale, il en reste 3. Il y a du stock à couper, il y a du stock à enlever. Des fois, c'est juste, sur le coup, ça a de l'air beau, puis finalement, ça ne l'est pas, ou le vent. Maintenant que la vidéo tire à sa fin, puis que j'ai appris plein de choses non dites ou non fréquemment J'espère que j'ai pu te répondre. Oui, ça m'a vraiment aidé. La dernière question que j'ai envie de te poser, c'est, selon toi, c'est quoi le plus grand mythe sur le chemin de Compostelle? Je trouve ça un peu dur à dire parce que j'avais pas trop recherché ça avant. Tu sais, j'y allais un petit peu avec mes propres idées. Quelque chose que je peux peut-être amener. Je dis pas que c'est un mythe pour tout le monde, ça l'était pas pour moi, mais tu sais, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui fait que des gens, des fois, abandonnent leur Compostelle, parce qu'il y en a aussi, ça fait partie de la réalité. Les gens peut-être partent avec une idée romantique de la Compostelle, que ça va être magique en permanence, que vous allez vous redécouvrir complètement qui vous êtes en quelques jours, puis que ça va révolutionner votre vie. Il y en a à qui ça arrive, mais je pense qu'il faut quand même rester réaliste, que ça reste avant tout de la rando. Il y a des défis quotidiens, on parlait de logistique, on peut se blesser, on peut avoir, sans être blessé, on peut avoir des douleurs qui font que ça rend le périple difficile. Vous avez le droit d'arrêter si ça fait pas pour
pour vous, c'est pas une question de honte ou quoi que ce soit. Je sais pas des fois à quoi les gens s'attendent. Si t'en vas marcher des kilomètres par jour, surtout les premiers jours, je pense, peu importe t'es qui. Le choc est grand. Le choc est bien plus grand. C'est pour ça que je marchais plus de kilomètres dans mon dernier mois que dans le premier. Tu sais, j'étais rendu plus habitué. Donc, je pense qu'un des mythes, c'est que c'est toujours magique puis fantastique. Je veux dire, gardez en tête qu'il y a des moments où on se gratte la tête, on se pose des questions, soit parce que physiquement, on va pas bien. J'ai eu une journée, là, il neigeait, il y avait de la pluie, de la grêle, de la neige, il faisait froid, il ventait, j'étais congelé, je sentais plus mes doigts, puis j'étais encore à 8 km d'arrivée. Ces moments-là sont quand même difficiles, puis tu te poses bien des questions. Oui, il y a l'effet communautaire que j'ai adoré, puis il y a énormément de gens sympathiques que j'ai rencontrés, ça a été super enrichissant. Mais c'est les gens qui viennent de la même société d'où on vient avant de faire le pèlerinage, puis je pense que, malheureusement, le mythe que tout le monde est super gentil et avenant et que tous les pèlerins sont là pour aider les autres, la plupart, c'est le cas. Je veux rester quand même relativement positif et optimiste, mais j'ai vu quand même beaucoup de manque de respect. C'est ce qui me vient en tête après. Je sais pas s'il y a d'autres mythes. Et si jamais il y a des gens qui ont des mythes qui ont lu en tête ou vous êtes pas sûr, les mettre en commentaire sur la vidéo de Geneviève, puis je viendrai faire un tour de temps en temps, puis je répondrai. Est-ce qu'il y a d'autres projets de voyage pour toi, de prochaines vidéos que tu vas sortir bientôt, là, pour inciter un peu les gens à aller voir ton channel? Je le dis même dans mes vidéos à moi, je fais pas de fausses promesses. Si vous voulez vous abonner parce que vous voulez suivre des fois certaines aventures futures, libre à vous, mais je suis pas quelqu'un qui publie à toutes les semaines, à tous les mois. Je veux faire justement plus de vidéos de voyage et d'aventure, puis c'est de trouver une manière de faire ça régulièrement, c'est ça qui est difficile. Donc non, je n'ai pas de projet de vidéo pour l'instant à annoncer autre que l'entrevue, la petite marche qu'on a faite ensemble. Fait qu'on peut te suivre sur le Fringe Channel, sur YouTube, sur Instagram. Bien, merci Cédric d'avoir répondu à mes questions qui n'étaient pas si niaiseuses que ça finalement. Non, c'est des excellentes questions. Il y avait beaucoup de choses à dire, fait que... ça me fait plaisir, puis je te le redis encore une fois, puis je vais te le redire en caméra, mais je te souhaite un très beau pèlerinage, une belle Compostelle. Merci. À bientôt tout le monde. Bye bye.